Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Petites Vues, votre ciné-magazine hebdomadaire sur le web. Aujourd'hui, on profite de la sortie du film Only the Brave pour vous parler de faits vécus qui sont adaptés au cinéma. Je suis en compagnie de Gary Chéry et de Stéphane Soucy, mes collaborateurs de tous les jours, ou de presque tous les jours, parce que sur le web, vous nous voyez de presque tous les jours. C'est bon. Alors aujourd'hui, on va parler de films, de 10 films qu'on a vus, ou qu'on a revus même pour l'occasion. Alors, Stéphane et Gary, comment on a procédé pour cette journée? On s'attend à des faits vécus, mais pas un film biographique. Donc, si le film parle de la vie de quelqu'un au complet, mais plus un moment, une parcelle de sa vie. Puis, donc, c'est moins large, mais ça devient pareil intéressant parce qu'il y a plusieurs époques qu'on peut attaquer en même temps. Ouais. Ce qu'on a le goût de faire, en fait, aujourd'hui, c'est de vous donner le goût de voir ou de revoir des films qu'on a vus, qu'on a aimés, en fait, aussi. Oui, c'est pour ça que notre liste commence très bien. Ça commence avec un film que j'ai jamais vu, M le maudit. Oui. Toi, Gary, est-ce que tu l'as vu? Non, quand on a fait la liste... T'étais pas né à ce moment-là. Non seulement j'étais pas né, c'est comme... Ah, OK, 1931, d'accord, OK, ben intéressé à le voir, oui. Mais en entendant parler, ça va pas mieux. Oui, bien écoutez, rapidement, M le maudit, c'est un film de 1931, donc moi non plus, je n'étais pas né. Même mon père n'était pas né quand le film est sorti au cinéma. C'est un film de Fritz Lang. Donc Fritz Lang est surtout connu pour son film Metropolis, bien sûr. Metropolis, pour les gens qui peut-être veulent se faire une image visuelle, c'est le film où il y a le fameux robot qui a inspiré George Lucas pour faire ses 3PO. Ça va faire peut-être une petite référence visuelle. Mais ce film-là a été très, très connu, surtout évidemment en Allemagne. Fritz Lang est un réalisateur allemand. Et ça raconte l'histoire... c'est une adaptation de deux histoires, en fait, parce que il y a eu, je vais vous dire le nom exact, c'est Peter Kürten, qui était à ce moment-là considéré comme le vampire de Düsseldorf et aussi de meurtrier d'enfants dans les années 20. Alors, c'est à ce moment-là, semble-t-il, il y a et la populace et aussi la paix qui se sont unis pour essayer d'attraper ce fameux meurtrier et aussi pédophile. Ça nous ramène à des histoires qu'on vit presque aujourd'hui, là, on connaît ça. Très intéressant. Ce qui est surtout très intéressant aussi, parce qu'à l'époque, on a dit que Fritz Lang voulait montrer la montée du nazisme, ce que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas vraiment vécu ça. Mais c'est aussi l'aspect communautaire des gens dans ce film-là. Et aussi, ce qui était encore plus intéressant, c'est la performance de Peter Lorre, qui joue le méchant là-dedans. Mais aussi, on voit tout son côté, le côté de la victime. Alors que d'habitude, on montre tout le temps les méchants comme étant très, très méchants à cette époque-là. Pas du tout dans ce côté-là. Il y a des images vraiment fascinantes à voir dans le film. C'est vraiment un film à découvrir, je vous le suggère. Donc, je vais faire à voir. Oui. C'est bon. Mais c'est un tueur en série? C'est un tueur en série, effectivement. Et la scène finale où il se fait arrêter et où il déballe vraiment là, devant la justice, c'est vraiment, là, c'est fascinant, puis on est vraiment ému par sa performance. Savoir. Absolument. Okay. C'est excellent, ça. Le deuxième film sur notre liste, on a mis Midnight Express. Wow. Et que j'avoue que je n'ai pas vu non plus. J'ai déjà 2 prises contre moi. Donc, on est 2 retraits déjà, là? Encore une fois, c'est moi qui ai vu le film. C'est un autre film que je vous suggère, film de Alan Parker, donc qui est quand même un réalisateur connu, réalisé en 1978. Et là, on nous transporte dans un univers carcéral. C'est très, très pénible, très dur. On est vraiment enfermé. Vous avez certainement vu plusieurs films où ça se passe dans les prisons. On a vu des films avec Clint Eastwood, évidemment, Shawshank Redemption, qui est probablement un des grands classiques qu'on a vus. Cool and Luke, que j'ai adoré. En fait, tous les films de nature carcérale, suite à ce film-là, j'ai commencé à vraiment aimer ça jusqu'au fait qu'aujourd'hui, j'écoute Unité 9, juste pour vous dire. Mais vraiment, l'ambiance de ce film-là est très, très particulière. C'est sale, c'est dégoûtant. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est sûr et certain que je ne vivrai jamais la vie de bandit parce que je ne veux pas me retrouver dans une prison. C'est l'histoire vraie de William Hayes, qui est un jeune homme qui a transporté de la drogue, qui s'est fait attraper et qui se retrouve dans une prison en Turquie. C'est vraiment épouvantable. La musique de Giorgio Moroder est absolument fantastique. Si vous l'écoutez, si vous allez juste aller faire un tour sur YouTube pour l'écouter, vous allez certainement reconnaître l'air. Et c'était scénarisé par quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque, Oliver Stone. Alors, le troisième film de notre liste, Schindler's List. C'est un film qui va sur la liste, juste par son titre. Alors, celui-là, je l'ai vu.
Je pense qu'on l'a tous vu et Ouais. probablement qu'il y a bien des gens qui l'ont vu ou qui peut-être hésitent à le voir pour bien des raisons. C'est un peu normal parce que c'est un film qui est très lourd, qui est très dur aussi à voir. Ouais, c'est Exactement. un film. C'est un film tu marquant. vois, on fait cette liste-là pour dire c'est des films à voir ou à revoir. Puis comme on en a parlé avant l'enregistrement, Ouais. c'est tout un film qu'on a vu. À revoir, Ouais, faut être dans un état d'esprit particulier Totalement. parce que c'est un film très dur. Oui, qui marque. Qui marque. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du film, c'était l'approche du noir et blanc. Le film est en noir et blanc. Spielberg a voulu le tourner de cette façon-là parce qu'en entrevue, il avait dit que quand il était jeune, tous les souvenirs, tout ce qu'il a vu de documentation sur cette période-là de l'Holocauste, c'était des documentaires en noir et blanc, c'était des photos en noir et blanc. Donc, il a fait son film en noir et blanc. Puis ça fonctionne tellement avec le propos du film. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce de ça la première fois, j'étais sûr que c'était un documentaire. Même les scènes où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas vraiment les acteurs, il n'y a pas Liam Neeson, on a vraiment l'impression que c'est un documentaire qu'on regarde. Donc, le noir et blanc est vraiment, vraiment justifié pour ce film-là. Mais non seulement il est justifié, mais tout le long, ça donne une atmosphère encore plus froide aussi. Ouais. C'est tellement inquiétant. Là. Il y a des scènes là-dedans. J'ai vu le film juste une fois. Moi aussi. Moi aussi. Le revoir, je suis pas sûr parce que je me souviens, à sa sortie au cinéma, on était une gang d'amis qui a été voir le film ensemble. Puis on décide d'aller prendre une bière après, puis on s'assoit, puis il n'y a pas personne qui a parlé. Il n'y a rien à dire. C'est marquant. Ouais, Mais ouais. ça vaut Ouais, la peine d'être absolument. vu si tu es dans l'état d'esprit de voir un film qui est assez dur. Parce que l'être humain, wow. Oui, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Pour Ouais. ceux qui Et ne l'ont pas encore vu, La performance absolument glaciale de Ralph Fiennes est absolument incroyable. Elle a été soulignée d'ailleurs à maintes reprises. Et Liam Neeson, parce que là, il faut parler d'une performance d'acteur, Liam Neeson m'a fait penser à une espèce de Lucky Luke dans ce film-là. Non, mais c'est vrai, si on y repense, puis là, vous n'avez pas vu le film depuis longtemps. Moi, je l'ai revu parce que je l'ai montré à ma fille. J'avais gardé le coffret il y a très, très longtemps et je l'ai ressorti pour lui montrer. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est vraiment une performance à la Lucky Luke qui démontre tout au long du film. Et c'est vraiment, d'après moi, et pourtant j'ai été marqué par plusieurs films de Steven Spielberg, et ça demeure, je crois, son meilleur film à vie. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a, si vous me permettez, et c'est un film que vous avez certainement vu, Ed Wood. Je suis un grand amateur de Tim Burton. Je trouve que c'est probablement un des réalisateurs qui nous permet d'explorer des univers, de nous amuser au cinéma, ce qui est quand même assez rare. Bon, évidemment, on nous offre toutes sortes de choses là, qui nous permettent de s'amuser, mais Tim Burton, quand il est dans un esprit jubilatoire, ben là, je pense qu'on peut enfin... C'est rare là, de pouvoir s'amuser dans un esprit où on se dit enfin, il y a un réalisateur qui s'exprime dans le 7e art comme il le peut le faire. Mais aujourd'hui, je trouve que là, il y a tellement de budget, et puis... Il est rendu Hollywood. C'est ça, il est rendu un réalisateur d'Hollywood, et c'est un petit peu triste, là, depuis... Stéphane, son remake de Planet of the Apes, là, Ouais. on voyait que c'était pas son univers. Ouais. Avec Ed Wood, on sent qu'il s'est payé la traite. Il s'est payé la traite, puis on dirait que son hommage qui rend à Ed Wood, ben, il est vraiment dans le même univers, là. Il s'amuse, il se régale, je pense, à faire ce film-là. Johnny Depp... je trouve, il est tout à fait dans son élément, comme la plupart du temps quand il s'amuse avec Tim Burton. Ouais, mais c'est une belle collaboration qui ne marche plus depuis un bout, malheureusement. Mais les premiers films qu'ils ont fait ensemble, c'était génial parce qu'il y avait sa facture, son style propre à lui, puis c'est ça qui était génial. Moi c'est Edward Scissorhands, ça c'est magique. Le classique pour tout le monde, c'est Edward Scissorhands. Puis je pense Michael Lando qui a gagné. Martin Landau, qui est meilleur que presque Bela Lugosi. C'est pas compliqué, là. Absolument. C'est bon. Le dernier tunnel, Stéphane, ça c'est fantastique parce que tu nous ramènes ici, là. C'est un film. Premièrement, j'aime beaucoup Éric Canuel. J'aime beaucoup son style visuel. Puis c'est ça. Le dernier tunnel, ça met en scène Michel Côté qui joue Marcel Talon, qui était un criminel connu. Puis qui voulait faire s'il avait réussi, parce que là, je vous vends pas le punch, là, c'est dans les médias si vous le cherchez. Mais il a manqué son coup. Il a manqué son coup parce que quand il a creusé son tunnel, pendant qu'il a fait le vol, il y a un arbre qui a défoncé le plafond du tunnel, puis c'est là qu'ils ont compris qu'il a fait son vol. Fait que l'histoire est intéressante, mais je trouve ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est le style visuel de Canuel. Éric Canuel, c'est un gars qui a pas peur d'utiliser les nouvelles technologies, puis il a beaucoup exploité ça.
Donc, tout ce qui sert visuellement, puis le montage pour des transitions de scène, puis c'est pas des fondus enchaînés, c'est des constructions d'images qui se font à l'écran. Donc moi, je trouve que l'histoire est le fun. C'est un bon thriller québécois. Oui. Parce que ça, je trouve que c'est un genre qui manque. Il faut dire que le cinéma de genre au Québec, toujours un peu de snobisme là-dessus. C'est un bon thriller. Les personnages sont intéressants. C'est pas juste le vol. Il y a un côté humain intéressant avec le personnage de Jean Lapointe, puis Michel Côté. Puis c'est ça. Mais le style visuel, moi, je trippe juste à le regarder. Je pourrais le regarder, pas de son. À ce point-là? À ce point-là. À ce point-là. Le montage qu'il fait pour dire la construction du tunnel, puis comment il change de lieu, puis toutes les ellipses de temps. Là, puis moi, c'est un bijou pour ça. Bijou pour les yeux. Ça donne le goût de le revoir. Ben, absolument. Gary, toi, c'est drôle parce que tu nous proposes un film que je crois toute la population YouTube a vu, mais genre, on a tous vu 3-4 minutes à peu près. Ouais. Ça, c'est le film Downfall. Je pense que c'est sorti en 2004. Ouais. C'est la secrétaire Trudel Jung. OK, je parle pas allemand, donc la prononciation doit vraiment pas être bonne. Mais c'est... Comme moi, tantôt, je me suis trompé avec Düsseldorf. Je l'ai mal prononcé. Mais c'est correct. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi des cours d'allemand. Ben oui. Mais la particularité, c'est qu'elle a été la secrétaire d'Hitler. Il l'a engagée en 1942. Elle l'a suivi jusqu'à la fin. Puis, le film se passe, c'est les 12 derniers jours dans le bunker. Où est-ce que tu vois la détérioration de Hitler qui est en train de virer fou, qui est pas cohérent, mais aussi son charme, qui est surprenant, que c'est une personne normale comme les autres. Puis, parce que tu penserais pas que c'est un mégalomane, pareil, là. Ouais. Et là-dedans, il y a une scène où est-ce qu'il pète une fite extraordinaire. Mais ça a été repris. Oui, c'est sur YouTube, assez hallucinant. Des fois, c'est écrit Hitler s'enrage parce qu'il n'a pas reçu sa pizza. Ou Hitler s'enrage à cause de le Canadien qui a échangé Carey Price. C'est toutes les thématiques qui passent, puis c'est tellement... les traductions sont tellement bien faites par rapport à lui, sa rage, là, que ça passe. Mais il y a, quand on l'écoute, dépendant des versions, Stéphane il m'a fait remarquer ça, puis il a raison, il y a des fois où est-ce qu'il y a une reaction shot des femmes, puis qu'est-ce qu'il dit, si ça coordonne pas, ça fait pas. Mais le film est intéressant. OK, c'est en allemand tout le long. Oui. Mais à un moment donné, on est tellement dedans qu'on lit même plus, c'est comme si on comprenait. Puis, c'est vraiment les derniers jours. C'est fantastique, Stéphane, on peut écouter un film sans son, toi, on peut écouter un film qu'on comprend pas. C'est génial. Est-ce que c'est le cas pour Apocalypto, le film de Mel Gibson qui... Apocalypto, lui aussi, c'est un autre film de sous-titré, mais il a été tourné à Yucatec, la langue des Mayas. Ça se passe vers la fin de l'Empire Maya, pendant la montée, on va dire, des Aztèques et tout ça. Mais c'est un chasseur qui s'appelle Jaguar, Patte de Jaguar. Tu sais, qui vit une vie bien normale. Patte de Jaguar? Ben ouais. Okay. Jaguar pas, mais tu sais, ça c'est en anglais. Là. Ah, j'ai compris, pet de Jaguar. Oui, un pet. Une patte. Okay. Bon, d'accord. C'est beau. Non, mais tu sais, on est dans le quotidien d'un village qui se font capturer pour aller se faire sacrifier et tout ça. Ouais. Mais c'est dans l'époque où est-ce que ça trouve le réalisme avec lequel le tout est fait. C'est vraiment pognant. Les images sont vraiment hallucinantes parce que tu as l'impression d'être dans la jungle. T'es dans la jungle, mais tu sais, ils ont choisi la jungle parce que au début, ils voulaient tourner au Guatemala, au Costa Rica, mais la jungle est trop dense. Tu sais, il faut que tu amènes les caméras et tout l'équipement là-dedans. Ouais. Mais là, quand ils ont tourné, ils ont été au Mexique, dans le Yucatan, et ils ont fait vraiment une belle job. Puis il y a des scènes là-dedans, c'est carrément des one-take parce que tu peux pas te reprendre. Mais le film est vraiment fascinant parce que on t'envoie dans une autre époque. Là, tu sais, on parle de 900 gens avant Jésus-Christ, tout ça. Là. Encore une fois, comme dans la plupart des films de Mel Gibson, on a quelques scènes assez violentes. Assez violentes, mais tu sais, c'est d'un réalisme qui est pas dégoûtant. C'est juste que tu as l'impression de sentir le choc. Ouais. Il est vraiment fort, un peu comme il avait fait avec Braveheart. Il y a des scènes là-dedans, la scène de combat, tu as l'impression de faire rentrer dedans. Là. Puis on a ça, mais il y a un côté humain dedans, parce que c'est, entre guillemets, le chasseur, lui, il veut retrouver sa femme et son enfant. Je ne raconterai pas tout ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. T'aimes les films violents, parce que tu nous parles de 300 aussi. Moi, là... On est dans l'hémoglobine. Totalement, mais comme tu peux voir, c'est toutes des Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? OK. Pour 300, là, c'est que j'adore la mythologie grecque et tout ça. Puis Léonidas, le roi, qui, avec les 300... Mais en vérité, il n'était pas 300. Il y avait 300 Spartes. Oui.
Mais il y avait 400 d'un côté, des Thespians, il y avait 700. En tout, il était peut-être 7000. Mais c'est eux autres qui ont tenu le combat contre Xerxes pendant à peu près 9 jours. Mais le plaisir de 300, OK, c'est violent, mais cinématographiquement, c'est fait sur du verre, un fond vert. Mais les images sont épiques, tout est plus grand que nature. Ouais. C'est des super soldats. Ouais. Les combats sont surréalistes, mais dans ta tête, tu dis un vrai super soldat, ben oui, il vaut 10 hommes. Ouais. Donc ça devrait avoir lieu comme ça. Là. Puis c'est graphique, mais c'est vraiment, vraiment beau. Les textes sont même pas cucu, là, tu sais, quand il est en train de parler, faire son speech, là, tu rentres dedans, testostérone au fond. Puis, ça fait le plaisir. Là. Oui. Mais moi, il y a des critiques que j'ai pas aimées. Ça va faire trop, je critique les critiques par rapport au film. Parce qu'il y en a qui disaient que le film ne raconte pas les vrais, c'est comme trop romancé. Sauf que c'est pas le film c'est pas au film qu'il faut reprocher ça. Parce que le film, c'est une adaptation d'une bande dessinée de Frank Miller. Oui, exactement. Et moi, je l'ai lu, la bande dessinée, puis c'est une très bonne adaptation cinématographique de la bande dessinée. Mais la bande dessinée, je veux dire, c'est là qu'il faut faire les reproches que c'est pas les vrais faits historiques. Mais point de vue adaptation d'une bande dessinée, je veux dire, c'est parfait. Comme tu dis, visuellement, c'était révolutionnaire. Tout à fait. Frank Miller, rappelons que c'est l'auteur de Sin City, pour ceux qui connaissent davantage cette œuvre-là. Stéphane, parlons de Kon-Tiki maintenant. Oui, Kon-Tiki, c'est un film norvégien. On s'en va loin. qui a été en nomination aux Oscars et au Golden Globe pour meilleur film en langue étrangère. Ça raconte l'histoire de... Là, faut pas que je me mélange dans ma géographie. Là. Excusez, je regarder mes notes. Là. OK, c'est le scientifique Thor Heyerdahl qui voulait prouver sa théorie que la Polynésie a été colonisée par un peuple sud-américain plutôt qu'un peuple d'Asie. Et là, il s'est fait rire de lui par la communauté scientifique. En se disant, les Sud-Américains, il n'y avait pas de bateau. Puis il a dit non, mais ils l'ont fait par radeau, en se laissant porter par le courant. Puis là, pour prouver son point, il a construit un radeau avec les mêmes matériaux de l'époque, même façon de l'époque. Il est parti avec un équipage. Il a vogué 100 jours sur l'océan pour partir du Pérou et aller jusqu'en Polynésie. Puis il a prouvé son point. C'est un film très intéressant. En plus, il y a eu un documentaire qui avait été tourné là-dessus. Le documentaire a gagné un Oscar, je pense que c'était en 1952. C'est ça. Ce qui est intéressant du film, on peut s'attendre pour un film comme ça, que ça va être les grands paysages, puis des plans larges, mais c'est pas le cas. C'est filmé plus plan serré. Fait qu'on a l'impression d'être vraiment avec l'équipage sur le radeau. Puis on vit leurs péripéties en même temps que les autres. Le film, même si ça dure 100 jours, l'histoire, ça dure pas 100 heures. Et quand le film finit, vraiment, là, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, je l'ai vu au cinéma, puis c'est comme, yes, on est arrivé, puis on a réussi, puis c'est comme, fuck l'establishment. J'ai vraiment aimé ce film-là, c'est un film à découvrir, mais je sais qu'il a passé un peu sous le radar quand il est sorti en salle. Bon, ben ça, c'est vraiment une belle suggestion. Un autre check dans les suggestions. On va finir notre checklist avec 13 Hours of Benghazi. C'est 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. C'est ma faute. OK, ça c'est la version courte que j'ai. C'est ça. Ça, c'est long. C'est un film réalisé par Michael Bay. Je sais que c'est un réalisateur qui ne fait pas l'unanimité parce que sa carrière s'en va comme ça avec tous ces Transformers. S'il vous plaît, arrête de faire les Transformers. Je suis capable. C'est ça. C'est un film qui est basé sur l'attaque qu'il y a eu au consulat des États-Unis à Benghazi. Ce film-là a fait la controverse quand il est sorti. Moi, j'ai aimé le film parce que, comme je dis, ce film-là, ça dépend avec quelles lunettes qu'on regarde le film. Républicaine ou démocrate? Si tu regardes ça comme un film politique, historique, tu vas être déçu parce qu'effectivement, le film a fait polémique aux États-Unis parce que là, on accuse les démocrates avec Hillary Clinton de ne pas envoyer de renfort et aider le consulat quand il s'est fait attaquer. Fait que là, ils ont dit, le film, c'est de la propagande républicaine, tout ça. Laissez ça de côté, là. Regardez le film comme un film d'action. Bon film d'action avec du suspense. C'est ça. Là, Michael Bay, il laisse ses robots de côté. Oui, c'est du Michael Bay, les ralentis, le drapeau américain. C'est ça, il a ses scènes classiques, l'enfilade de gars et tout ça. Il manque juste le plan avec le ciel orangeant contre jour. Il y a juste ça qui manque, mais c'est correct. Mais c'est un film très intense. Ça part vite, puis ça n'arrête pas. C'est là-dessus vraiment... Donc, si vous êtes un amateur de films d'action, je vous le conseille. Donc, on apprend des choses tout en se divertissant.
Ouais. Un peu comme à notre émission. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir partagé ces films qu'on ne connaissait pas toujours. Et si vous voulez justement partager justement vos films que vous avez vus, qu'on ne connaît peut-être pas, ou réagir par rapport aux films dont on a parlé, eh bien, vous avez juste à nous écrire, tout juste en bas, ici. Et puis, vous pouvez aussi aller nous voir sur Facebook. On va justement vous en décliner quelques autres. À très bientôt, à la prochaine.